Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. C'était une voix qui semblait remonter des profondeurs d'un abîme, une voix tremblante, brisée par des années de silence forcé et chargée d'une lassitude infinie qui semblait porter sur ses épaules le poids écrasant du monde entier, mêlée à une résolution farouche née du désespoir le plus total face à une situation qui semblait sans issue. C'est avec cette voix que la gigantesque fiancée, cette femme à la stature imposante et intimidante qui dépassait l'entendement humain et les normes de l'époque, murmura ces mots lourds de sens, de conséquences et d'histoire à l'adresse du cow-boy timide, réservé, vieillissant et solitaire qui se tenait debout face à elle, maladroit, dans la pénombre croissante et poussiéreuse de la cuisine modeste de son ranch. Je consens finalement à le retirer, je vais me défaire de cette contrainte physique insupportable qui me torture la chair, les os et l'âme depuis tant d'années interminables, mais comprenez-moi bien, je vous en supplie, gravez ceci dans votre esprit comme une promesse inviolable et sacrée, ce ne sera que pour la durée de cette nuit unique, pour ces quelques heures d'obscurité avant que l'aube ne ramène mes démons et la réalité, et pas un seul instant de plus, pas une seconde de plus. Cette déclaration, prononcée dans un murmure rauque qui écorchait sa gorge sèche, résonna lugubrement et avec une gravité solennelle entre les murs de bois brut et sombres de la cabane isolée, rebondissant contre les poutres usées par le temps et la fumée, alors que tous deux, l'homme solitaire marqué par les années de deuil, de travail et de silence, et la fugitive blessée, traquée par des ombres malveillantes et des hommes cruels, étaient parfaitement, viscéralement et douloureusement conscients qu'une nuit interminable, une veille éprouvante et incertaine remplie de dangers invisibles, de peurs non dites et de silences pesants, s'étendait devant eux comme un abîme sombre, béant et sans fond qu'ils devaient impérativement traverser ensemble, main dans la main ou côte à côte, s'ils voulaient avoir la moindre chance, aussi infime soit-elle, de voir le soleil se lever à nouveau sur ce territoire impitoyable et sauvage de l'Ouest. Elle se tenait là, devant lui, telle une figure tragique échappée d'un mythe ancien, d'une tragédie grecque ou d'une légende oubliée des dieux nordiques, enveloppée non pas dans des soieries nuptiales délicates, blanches et immaculées comme le voudrait la tradition pour une future épouse, mais dans des draps de lit déchirés, sales, rugueux et jaunis, des lambeaux de tissu de fortune qu'elle avait enroulés à la hâte et avec une maladresse douloureuse autour de son corps meurtri et titanesque. Pour préserver un semblant de dignité humaine face à cet inconnu qui la regardait, tandis que le sang, sombre, chaud, vital, ferreux et effrayant, s'infiltrait inexorablement, lentement, goutte après goutte, et visiblement à travers le tissu blanc immaculé au niveau de sa cuisse blessée, dessinant une carte rouge, humide, poisseuse et grandissante de sa souffrance dans la chair et le coton, une tache qui semblait s'étendre à chaque battement de son cœur affolé comme une marée montante de douleur. Lui, Marcus Webb, n'était absolument pas préparé, ni mentalement, ni physiquement, ni émotionnellement, à une telle rencontre improbable qui allait bouleverser son existence monotone, grise et réglée comme une horloge. C'était un veuf de 58 ans, un homme dont l'âme avait été lentement, jour après jour, année après année, érodée par le deuil, la perte insupportable de sa femme et le silence absolu qui régnait dans sa maison, et qui, dans son isolement volontaire au milieu de ces plaines vastes, arides, venteuses et vides, n'avait pas adressé la parole, ni même entendu le son étrange, caverneux et rouillé de sa propre voix s'adresser à une présence féminine, douce ou forte, depuis 3 longues et interminables années qui semblaient avoir duré un siècle entier de solitude glacée. Lorsque cet inconnu, surgissant du crépuscule poussiéreux et doré comme un spectre inattendu, un fantôme du passé ou une apparition divine déchue, avait trébuché sur le seuil de son ranch isolé alors que le soleil couchant incendiait l'horizon d'une lumière orange, violente, magnifique et sanglante, il s'était retrouvé brutalement, sans le moindre avertissement préalable, sans signe avant-coureur, face à 2 choix inévitables, binaires, tranchants et d'une cruauté absolue qui allait définir le reste de sa vie, le poids de sa conscience et la qualité de son âme devant Dieu. Il pouvait choisir la voie de la sécurité égoïste, de la prudence, fermer son cœur durci par la solitude et la méfiance, verrouiller sa porte à double tour, tirer les rideaux et ignorer la détresse hurlante sur son pas, la laissant mourir seule dehors dans l'immensité froide, hostile, venteuse et indifférente de la plaine nocturne où les coyotes rôdaient, ou bien il pouvait choisir la voie de l'humanité risquée, de la compassion, prendre le risque immense, insensé, fou et potentiellement mortel, de la faire entrer, de lui offrir un asile précaire dans sa maison sanctuaire, et par conséquent, d'accepter d'affronter l'enfer, quel qu'il soit et quelle que soit sa forme monstrueuse, humaine ou démoniaque, qui la poursuivait avec une telle fureur destructrice, une telle haine et une telle détermination implacable. Quelques instants plus tôt, dans un temps qui semblait maintenant appartenir à une autre vie lointaine et révolue, Marcus était occupé à une tâche banale, répétitive, physique et apaisante pour l'esprit tourmenté, celle de réparer un poteau de clôture en cèdre brisé par les éléments, le vent et le temps, l'esprit vide de toute pensée complexe, concentré uniquement sur le bois rugueux,
le marteau lourd et le fil de fer coupant, lorsqu'il avait perçu pour la première fois le bruit lointain, rythmé mais perturbant, d'un cheval approchant à vive allure, brisant le silence sacré de la plaine. Ce son avait immédiatement, violemment et instinctivement alerté ses sens aiguisés par des décennies de vie au grand air, de surveillance des troupeaux contre les prédateurs et de méfiance viscérale envers l'inconnu, car il sonnait faux, terriblement faux, discordant à ses oreilles expertes de cavaliers chevronnés. Ce n'était pas le claquement rythmé, régulier, harmonieux et assuré d'une monture bien dirigée par un cavalier calme et maître de sa bête, mais des battements de sabots irréguliers. Inégaux, paniqués, frénétiques, une cadence chaotique, saccadée et désespérée qui ne ressemblait en rien au rythme constant, fluide et maîtrisé d'un cavalier en plein contrôle de sa monture et de sa destination. En levant les yeux de son ouvrage manuel, lâchant son marteau, plissant les paupières contre la lumière rasante, aveuglante et dorée du soleil couchant qui baignait la plaine d'une beauté mélancolique, il l'avait aperçue au loin, une forme qui semblait trop grande, trop massive, trop imposante et trop surréaliste pour être réelle, se détachant telle une silhouette mythique, une géante des légendes scandinaves, sur le ciel orange brûlant, infini et grandiose du crépuscule. La pauvre bête qui la portait, un cheval à la robe sombre et luisante de sueur, était visiblement à bout de force, poussée au-delà de ses limites, couverte d'une écume blanche de sueur et d'épuisement qui marquait son encolure, son poitrail et ses flancs tremblants, trébuchant de fatigue à chaque foulée sur le sol inégal, traître et caillouteux du chemin, et la femme accrochée à son dos tenait à peine, luttant contre l'évanouissement, le vertige, la douleur et la gravité pour rester en selle. Ses mains crispées, blanches et sanglantes sur la crinière emmêlée, parvenant miraculeusement, par la seule force de sa volonté de faire, jusqu'au portail principal du ranch juste avant que l'animal ne cède définitivement sous son fardeau et l'effort accumulé de la fuite éperdue. C'est alors que le drame physique, inévitable et brutal, se joua sous les yeux ébahis et impuissants de Marcus, les pattes avant de la monture flanchèrent soudainement, comme brisées par une main invisible, incapable de supporter un pas de plus, et la femme roula sur le côté, projetée par l'inertie violente de la chute, heurtant la terre dure, sèche et compacte avec une violence cinétique telle que Marcus entendit l'impact sourd, lourd, mat et écœurant à 30 mètres de distance, le bruit terrible d'un corps vivant et lourd rencontrant le sol impitoyable avec une force destructrice qui aurait pu briser des os. Le cheval resta cloué au sol, incapable de se relever, ses flancs se soulevant et s'abaissant comme des soufflets de forge brisés et percés dans une respiration agonisante, sifflante et douloureuse, l'œil vitreux, tandis que la femme tentait désespérément, avec une volonté farouche et animale qui forçait le respect immédiat, de se remettre debout, parvenant à mi-chemin, les genoux tremblants et écorchés, avant de s'effondrer à nouveau dans la poussière grise, vaincu par la douleur fulgurante. Le choc et la faiblesse extrême qui envahissaient ses membres tremblants comme une marée noire et glaciale. Ce spectacle de détresse pure, immédiate et violente poussa Marcus à lâcher instantanément ses outils dans la poussière, abandonnant son travail et sa prudence sans une seconde pensée, et à se mettre à courir vers elle de toutes ses forces, ses bottes lourdes et usées martelant le sol sec et soulevant de petits nuages de terre ocre, son souffle devenant rapidement douloureux, râpeux et saccadé dans sa poitrine vieillissante et oppressée, car il n'était plus un jeune homme agile et l'effort soudain et intense de la course lui faisait mal aux poumons et aux jambes, mais quelque chose dans la manière dramatique, inerte et finale dont elle était tombée lui criait que les secondes comptaient désormais plus que tout au monde, plus que sa propre sécurité, que la vie ne tenait qu'à un fil fragile qu'il devait saisir avant qu'il ne rompe. Lorsqu'il l'atteignit enfin, le souffle court, la gorge brûlante, le cœur battant la chamade et la sueur perlant sur son front ridé, elle était allongée sur le flanc, recroquevillée en position de défense fétale, cherchant à se protéger du monde, une main pressée fermement, désespérément et inutilement contre sa jambe, là où le tissu blanc de sa tenue de fortune virait rapidement et de manière alarmante au rouge sang vif, chaud et poisseux, saturant les fibres du coton. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, cherchant un visage humain, un sauveur, un témoin ou un bourreau dans sa détresse absolue, son regard était sauvage, dilaté, rempli d'une douleur insoutenable qui dépassait les mots et d'une peur primale d'animal traqué et acculé, son visage étant déjà meurtri, tuméfié de violet, de noir et de bleu sur tout un côté, ses lèvres fendues et enflées témoignant d'une violence récente, humaine, masculine et brutale qu'elle avait dû subir peu de temps avant de s'échapper. Mais au-delà de ces blessures visibles, sanglantes et choquantes, ce qui frappa Marcus le plus violemment, ce qui le stupéfia au point de le figer un instant dans sa course et de lui couper le souffle, fut sa taille massive et hors du commun, une anomalie de la nature. Elle mesurait sans aucun doute 6 pieds et demi, une géante bâtie avec une musculature épaisse, dense et puissante qui, même dans cet état de blessure, d'épuisement et de saignement, transparaissait clairement dans les courbes solide et définie de ses bras nus et de ses épaules larges, une architecture corporelle faite pour la force et le travail, pas pour la soumission.
Ses cheveux sombres, épais et lourds comme une crinière, pendaient en une tresse emmêlée, sale et défaite le long de son dos couvert de poussière, et elle implora d'une voix qui se brisait, rauque et faible, les mots sortant de sa bouche dans un mélange confus et fébrile, moitié en anglais maladroit, moitié dans une autre langue gutturale, chantante et étrangère, peut-être une langue scandinave ancienne comme le suédois ou le norvégien, suppliant avec une urgence terrifiée qui glaçait le sang. Dans les veines, s'il vous plaît, aidez-moi, cachez-moi, ils arrivent, ils sont juste derrière, ils ne sont pas loin, ils vont me tuer. Cette alerte terrifiante et paranoïaque fit regarder Marcus par-dessus son épaule, scrutant avec une anxiété nouvelle et une main sur son couteau la route vide et l'horizon où le soleil déclinait rapidement vers la nuit, peignant le ciel de pourpre et de noir, et bien qu'il ne vit aucun nuage de poussière ni cavalier en approche immédiate, il savait pertinemment, avec l'instinct profond et ancestral de ceux qui vivent dans ces contrées sauvages, isolées et sans loi, que l'absence de signes visibles ne signifiait nullement que le danger n'était pas là, tapi dans l'ombre grandissante, prêt à frapper quand on s'y attendait le moins, comme un serpent dans les herbes. Il reporta son attention sur la femme gisant à ses pieds, sur le sang qui continuait de se répandre de manière alarmante, imbibant la terre assoiffée, sur le drap enroulé autour d'elle comme une robe de fortune dérisoire, et il observa la façon dont son corps entier tremblait de choc traumatique, de peur incontrôlable et de froid malgré la chaleur résiduelle du jour finissant. D'une voix rouillée par le manque d'usage, une voix grave, hésitante qui n'avait pas servi à la conversation depuis des années et qui semblait étrangère, presque intrus, à ses propres oreilles habituées au silence, il lui demanda avec douceur mais urgence si elle était capable de se tenir debout, espérant une réponse positive qui faciliterait le transport vers la maison, mais qui ne vint malheureusement pas. Elle essaya vaillamment, rassemblant ses dernières forces mentales et physiques dans un effort suprême et douloureux, plaça ses mains écorchées sous elle pour se pousser et se redresser, mais sa jambe blessée se déroba immédiatement sous son poids massif avec un cri déchirant qui semblait venir des tréfonds d'une âme brisée et torturée par la souffrance physique et morale. Marcus réagit alors sans réfléchir, par pur instinct de protection, de solidarité humaine et d'humanité brute, glissant son épaule solide sous le bras de la femme pour prendre autant de son poids qu'il le pouvait, réalisant au contact qu'elle était incroyablement lourde, dense et solide comme un cheval de trait, une véritable force de la nature faite de muscles et d'os massifs, un colosse féminin, mais ses 40 années de travail acharné avec le bétail, les clôtures, le bois et les travaux de ferme avaient appris à son corps et à ses muscles comment supporter et déplacer des charges immenses, même si son dos le lui ferait payer plus tard par des douleurs lancinantes et durables qui l'empêcheraient de dormir cette nuit-là. Ensemble, dans une marche lente, synchronisée, pénible et agonisante, pas après pas, mètre après mètre, ils gagnèrent le porche de la maison, traversant la cour poussiéreuse sous le regard indifférent des étoiles naissantes, chaque mouvement qu'elle faisait, chaque pas traînant et hésitant, laissant une empreinte sanglante et distincte dans la poussière du chemin, marquant leur passage comme une piste rouge que n'importe quel pisteur pourrait suivre aveuglément. Au moment où il la fit enfin passer par la porte de sa modeste demeure pour la mettre à l'abri des regards indiscrets et du froid mordant de la nuit, sa propre chemise était trempée, maculée de son sang à elle qui avait traversé les tissus et de sa sueur à lui due à l'effort titanesque, créant un mélange intime, poisseux, odorant et viscéral de leurs souffrances respectives, liant leur sort par les fluides corporels avant même qu'ils ne se connaissent vraiment. Il l'aida à s'installer avec une précaution infinie, presque maternelle, sur la chaise près de la table de la cuisine, celle robuste en chêne massif qu'il avait construite de ses propres mains, planche par planche, avec des clous forgés, parce que les meubles fragiles et standards achetés en magasin finissaient toujours par se briser sous son propre poids et sa carrure d'homme de la terre, et il savait instinctivement qu'elle supporterait le poids de cette géante blessée. Alors qu'elle s'asseyait lourdement, le bois craquant légèrement sous la charge, le souffle venant par halètements rauques, sifflant et douloureux, Marcus vit maintenant, sous la lumière dorée, vacillante et révélatrice de la lampe à pétrole qu'il venait d'allumer d'une main tremblante avec une allumette soufrée, ce qu'il avait manqué auparavant dans la confusion, la hâte et l'obscurité grandissante du moment extérieur. Sous les draps déchirés qui s'écartaient légèrement avec ses mouvements de respiration difficiles, serrés impitoyablement, cruellement et fermement autour de son torse puissant, se trouvait quelque chose de métallique, d'industriel et d'étrange, des bandes de fer rigides et froides encerclant ses côtes comme une cage médiévale ou un instrument de torture de l'Inquisition, boulonnés ensemble avec de grosses vis industrielles rouillées et des sangles de cuir rigides, épaisses, noircies par là. Sueur rance et usée par le temps et la friction. Le métal froid, inflexible et impitoyable avait entaillé sa peau là où les sangles se croisaient et frottaient, créant des plaies à vif, rouges, irritées, gonflées et purulentes, qui suintaient un fluide clair et malsain, témoignage muet, horrible et accusateur d'une torture prolongée, systématique et cruelle infligée au corps de cette femme depuis des années, une prison portative qu'elle portait sur elle comme une malédiction. Choqué,
Bouleversé et horrifié par cette vision barbare qui n'avait pas sa place sur un corps humain vivant, Marcus demanda d'une voix étranglée, presque inaudible, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» « Bon Dieu, qui a fait ça ?» Mais il se reprit immédiatement, secouant la tête pour chasser l'horreur, conscient de l'urgence vitale qui primait sur la curiosité morbide, pour dire d'un ton plus ferme et professionnel, « Oubliez ça pour l'instant, peu importe l'histoire, nous devons d'abord arrêter l'hémorragie massive de votre jambe, c'est la priorité absolue pour vous garder en vie ce soir, le reste attendra que vous soyez hors de danger immédiat. » Il se dirigea vers le meuble de rangement en bois patiné par les années et la fumée, ouvrit les portes avec fracas, fouilla à l'intérieur, sortit la vieille trousse médicale poussiéreuse mais bien fournie en instruments et bandages qu'il gardait pour soigner le bétail, les chevaux et parfois lui-même en cas de blessure au travail, et la rapporta à la table, ses mains se mettant à trembler légèrement, une réaction physique incontrôlable et traîtresse car il n'avait touché aucun être humain avec. Une intention de soin, de tendresse ou de proximité depuis 3 ans, depuis cette nuit terrible, interminable et glaciale où il avait tenu sa femme bien-aimée, Sarah, dans ses bras impuissants alors qu'elle mourait, brûlée par la fièvre implacable qui avait ravagé tout le territoire et emporté tant de vies innocentes. Le souvenir tactile, précis et hantant de la peau de Sarah devenant froide, inerte et cireuse sous ses doigts rugueux lui donna une envie soudaine, violente et presque irrésistible de tout lâcher, de sortir de la cabane en courant, de monter à cheval et de s'enfuir loin de cette nouvelle tragédie qui s'invitait chez lui sans permission, de retourner à son silence protecteur et à sa solitude sans risque. Mais la femme le regardait, ses yeux clairs fixés sur lui avec une intensité brûlante, et ils contenaient la même désespérance absolue, la même peur panique de la faim et de l'abandon que ceux de Sarah dans ses derniers instants de lucidité, un regard qui suppliait silencieusement, hurlant sans bruit dans la pièce silencieuse, « S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir seul, ne m'abandonnez pas à l'obscurité et au froid, aidez-moi, je veux vivre. » Marcus prit une grande inspiration pour se calmer, chasser les fantômes du passé et ancrer son esprit dans le présent urgent, s'agenouilla près d'elle sur le plancher dur et froid, et écarta avec une précaution infinie le tissu imbibé de sang qui collait à sa cuisse, révélant enfin l'étendue terrifiante, sanglante et graphique des dégâts, une blessure profonde, une entaille béante et hideuse courant du genou jusqu'à mi-cuisse, exposant le muscle et la graisse, au bord déchiqueté, irrégulier et mâché comme si la chair avait été violemment arrachée par une force brute et barbelée plutôt que coupée proprement par une lame tranchante. C'était une blessure horrible, sale et dangereuse, le genre de traumatisme violent qu'il avait déjà vu auparavant dans sa vie de rancher, mais uniquement sur des animaux malchanceux pris au piège dans des barbelés acérés ou mutilés par des équipements agricoles tranchants, jamais sur une femme, jamais sur un être humain. Il leva les yeux vers elle, son visage grave et sombre, et déclara doucement, mais sans détour pour ne pas lui mentir sur la gravité de la situation, « C'est grave, c'est très mauvais, madame. Cela nécessite impérativement des points de suture immédiats, un nettoyage en profondeur et probablement l'intervention d'un vrai médecin qualifié pour éviter la gangrène et l'infection qui vous tuerait en quelques jours. » Mais sa voix à elle fut ferme, inébranlable et dure comme l'acier trempé malgré la douleur qui la tordait et la faisait grimacer à chaque respiration, quand elle répondit catégoriquement avec une lueur de peur et de détermination suicidaire dans les yeux, « Non, pas de médecin, pas de ville, jamais. Ils me trouveront si je vais en ville, je ne peux pas prendre ce risque mortel, je préfère mourir ici de cette blessure que de retourner avec eux et subir leur loi. » Marcus, interloqué par ce refus suicidaire et mystérieux, demanda qui étaient ces îles qui l'effrayaient tant, plus que la mort elle-même, et elle expliqua, la mâchoire serrée par la colère et le dégoût, les mots sortant entre ses dents, qu'ils étaient les hommes qu'elle était supposée épouser de force, 3 frères impitoyables, cruels, sadiques et puissants qui possédaient la moitié du territoire au nord, des hommes riches et sans scrupules à qui son père, un homme faible, devait une somme d'argent considérable avant de mourir et de la laisser seule avec cette dette. Elle raconta, les mots sortant comme du venin, qu'ils avaient décrété froidement qu'elle pouvait payer la dette familiale en les épousant tous les 3, qu'ils avaient l'intention de la partager comme une vulgaire propriété sans âme, un objet pour éponger une créance financière, une bête de somme et de plaisir, ce à quoi elle avait opposé un refus catégorique, violent et définitif, brûlant de rage et de dignité blessée. Il lui avait affirmé froidement, en riant de sa résistance, qu'elle n'avait pas le choix, que sa volonté ne comptait pas face à leur pouvoir, leur argent et leurs dettes, qu'elle leur appartenait déjà. En entendant cela, Marcus sentit quelque chose de froid, de lourd et de nauséeux, comme une pierre de glace, s'installer dans son estomac, car il connaissait trop bien ce genre d'hommes qui vivaient sur la frontière, ces prédateurs qui prenaient ce qu'ils voulaient par la force, l'intimidation et l'argent, et appelaient cela la justice ou le droit du plus fort, des hommes sans loi ni morale. Elle continua son récit haletant, expliquant comment, face à cette menace d'asservissement et de viol collectif, elle avait volé un cheval de leur écurie en pleine nuit, chevauché sans relâche,
nuit et jour, à travers les terrains accidentés, jusqu'à ce que la bête ne puisse plus courir, et comment elle s'était déchiré la jambe sur une clôture de barbelés lors de sa fuite éperdue vers la liberté, ne sentant pas la douleur au début à cause de l'adrénaline qui inondait ses veines et de la peur qui la poussait en avant comme un fouet. Marcus se leva lentement, digérant ces informations lourdes de sens, pour faire chauffer de l'eau sur le poêle en fonte noire qui trônait dans la cuisine, son esprit passant en revue les options disponibles à une vitesse vertigineuse sans en trouver aucune de satisfaisante ou de sûre pour aucun d'eux. La renvoyer signifiait la condamner à une mort certaine, lente et douloureuse, ou à l'esclavage sexuel aux mains de ces monstres. La garder ici, cachée dans sa maison, signifiait risquer leur vie à tous les deux si les frères, pisteurs expérimentés, armés et vengeurs, la trouvaient chez lui, et l'emmener en ville propagerait la nouvelle de sa présence, de cette géante blessée et reconnaissable, bien trop vite pour qu'il puisse s'échapper avant l'arrivée des frères et de leur colère. Pendant que l'eau commençait à bouillir, libérant de la vapeur blanche dans l'air froid et vicié de la cabane, il sortit son kit de couture, ses aiguilles courbes en acier conçues pour le cuir épais des selles et son fil solide et ciré, sachant avec une certitude pesante et inéluctable qu'il allait devoir recoudre cette femme qui avait déjà été tant blessée, physiquement et moralement, par les hommes qui la voyaient comme un objet à utiliser et à jeter après usage. Il la prévint sans se retourner, préparant ses instruments avec des gestes précis et méthodiques pour masquer son trouble et sa peur de mal faire, qu'il allait devoir nettoyer la plaie à vif, sans anesthésie digne de ce nom, et la coudre point par point, et que cela ferait très mal, une douleur nécessaire mais terrible pour la survie. Elle répondit avec une résignation amère et une voix calme, presque détachée, qu'elle connaissait intimement la douleur, qu'elle était une vieille amie, qu'elle vivait avec elle chaque jour, chaque heure, dans ce corset de fer depuis 12 ans, une compagne constante et cruelle qui ne la quittait jamais. Elle toucha le métal froid et rigide de sa cage thoracique en expliquant que des médecins ignorants et cruels le lui avaient imposé de force à l'âge de 14 ans, prétendant qu'une femme de sa taille était une aberration, anormale, monstrueuse, et que cela corrigerait sa croissance excessive et son corps jugé inacceptable pour une femme de son temps. Mais tout ce que cet instrument de torture moyenâgeux avait fait, c'était de transformer chaque respiration en une agonie constante, limitant son souffle et ses mouvements, et de la laisser cicatriser, meurtrie et déformée en dessous, prisonnière de son propre squelette artificiel imposé par les hommes et la société. Marcus se tourna pour la regarder pleinement, observant avec pitié, horreur et colère sa posture voûtée, la colonne vertébrale courbée artificiellement par la contrainte et l'infection qui noircissait déjà les bords des plaies là où le métal entaillait la peau tendre et réactive. Il déclara fermement, avec une autorité nouvelle née de l'indignation et de la compassion humaine, « Cette chose doit être enlevée, immédiatement, ce soir même, elle vous tue à petit feu, c'est une abomination contre la nature. » Elle répondit qu'elle le savait, qu'elle en était consciente chaque seconde, que c'était pour cela qu'elle était venue ici au lieu de continuer sa route vers nulle part, mais que le gros boulon à l'arrière était rouillé par le temps, l'humidité et la sueur acide, et qu'il était inaccessible pour ses mains tremblantes et son dos raide. Elle proposa alors, avec une humilité déchirante, de l'enlever juste pour cette nuit, le temps de laisser les plaies respirer et guérir un peu, avant de le remettre pour repartir, expliquant avec une tristesse infinie et profonde que sans lui, elle se sentirait encore plus comme un monstre difforme qu'il ne le pensait déjà, qu'elle avait intériorisé leur haine et leur jugement sur son corps. Marcus, profondément ému par cette femme brisée physiquement mais digne et forte dans sa cuisine, sentit son cœur, gelé et mort depuis 3 ans, se fissurer et se réchauffer d'une colère juste. Il lui assura avec conviction et douceur qu'elle n'était pas un monstre, qu'elle était une femme, un être humain, et que cette chose la tuait lentement et qu'elle devait être libre de cette cage pour toujours. Il lui promit qu'il pouvait l'enlever avec des coupe-boulons, qu'il avait les outils nécessaires dans la grange, mais insista sur le fait qu'il devait d'abord soigner sa jambe, l'urgence immédiate, sinon l'infection la tuerait avant que le reste n'ait d'importance ou de sens. Il apporta le bassin d'eau bouillante fumante mélangée avec du savon phénique rouge, l'odeur chimique, acre et forte piquant les narines et les yeux, créant une atmosphère d'hôpital de campagne, et la prévint honnêtement qu'il n'avait que du whisky bon marché pour atténuer la douleur et qu'elle devait absolument rester consciente au cas où ses poursuivants arriveraient à l'improviste et qu'ils devraient fuir ou se battre pour leur vie. Il commença à nettoyer la plaie profonde, frottant vigoureusement avec un linge propre pour enlever la saleté, la terre, les brins d'herbe et les débris incrustés dans les tissus musculaires, et bien qu'elle se raidisse de tout son corps, ses muscles se contractant violemment sous la douleur, et qu'elle agrippe les bras de la chaise en bois au point de les faire craquer sous la tension extrême de ses mains puissantes, elle ne cria pas une seule fois, se contentant de respirer bruyamment. Violemment et par saccades à travers ses dents serrées, démontrant un courage surhumain et une tolérance à la douleur effrayante qui forçait l'admiration. Marcus travaillait aussi vite, précisément et délicatement que possible, ses mains couvertes de sang, sachant qu'une seule erreur, un seul débris oublié dans la chair,
coûterait la jambe et probablement la vie de cette femme par la septicémie foudroyante. Quand la plaie fut aussi propre que possible, rouge et béante, il enfila l'aiguille courbe, ses mains désormais stables, calmes et verrouillées sur la tâche chirurgicale, et commença à coudre avec méthode et concentration, comme il recousait le cuir, mais avec plus de douceur. Chaque passage de l'aiguille acérée à travers la chair vive et résistante lui faisait ressentir la douleur par empathie comme si c'était la sienne, transperçant sa propre peau, il suait à grosses gouttes, son front ruisselant, ses yeux brûlants de fatigue, tandis qu'elle luttait de toutes ses forces mentales pour ne pas s'évanouir dans les ténèbres de l'inconscience, fixant un point sur le mur pour rester ancré dans la réalité. Il lui parlait doucement, d'une voix monotone et rassurante, lui rappelant constamment de respirer, de rester avec lui, de ne pas lâcher prise, créant ainsi, dans ce moment de torture partagée et d'intimité forcée, une compréhension tacite, un lien profond et indéfectible de combattants unis contre la mort et l'infection, deux âmes seules contre le monde. Lorsqu'il eut enfin terminé, nouant le dernier point avec fermeté et coupant le fil avec un couteau, les sutures étaient serrées, noires et régulières, la plaie fermée proprement comme une fermeture éclair sur la peau, une cicatrice en devenir. Elle regarda son œuvre, la ligne noire sur sa peau blanche et rouge, et pleura, non pas de douleur, mais d'un soulagement si intense, si violent qu'il ressemblait à du chagrin pur, et elle le remercia dans un murmure épuisé et tremblant, reconnaissante d'être encore entière. Puis, reprenant ses esprits malgré la douleur résiduelle lancinante qui irradiait dans sa jambe, elle demanda pour le corset, « Maintenant, le corset, s'il vous plaît, libérez-moi. » Elle se tourna péniblement sur la chaise, grimaçant, pour montrer son dos, révélant le gros boulon rouillé et grippé au centre de la structure complexe de fer et de cuir, entouré de chair à vif, enflammée, gonflée et infectée, une vision d'horreur qui révolta Marcus contre la cruauté indicible et sadique infligée à une enfant innocente par des adultes soi-disant responsables et médicaux. Il alla chercher les grands coupe-boulons en acier, lourds et froids, dans la grange sombre, poussiéreuse et odorante où les chevaux étaient nerveux et agités, frappant du sabot contre les stalles, à cause de la présence de l'animal étranger et de l'odeur métallique du sang qui flottait dans l'air de la nuit. Il revint à la cabane, barra solidement la porte avec une poutre en chêne pour se protéger d'une intrusion soudaine, et avertit Ingrid que cela ferait mal, très mal, quand la pression se relâcherait et que la structure métallique bougerait brutalement sur sa peau sensible, libérant les tissus compressés depuis si longtemps. Il positionna les mâchoires puissantes de l'outil autour du boulon corrodé, ajustant sa prise pour ne pas la blesser, et de toutes ses forces, utilisant le poids de son corps, il coupa, ses muscles se contractant sous l'effort. Le métal céda avec un craquement sec, sonore et libérateur, comme un coup de feu dans le silence, et une fois les sangles de cuir détachées une à une avec des gestes rapides, le corset entier, cette prison de fer et de douleur qui l'avait tenu captive pendant 12 ans, tomba lourdement au sol avec un bruit métallique et sourd qui résonna lugubrement dans la petite pièce silencieuse, comme le corps d'un ennemi vaincu qu'on abandonne. Ingrid se tenait là, vêtue seulement de draps déchirés qui glissaient sur sa peau marquée, et pour la première fois depuis des années, elle prit une inspiration complète, profonde et totale, ses côtes s'écartèrent enfin sans contrainte, ses poumons se remplirent jusqu'au fond, sa colonne vertébrale se redressa, craquant doucement, et elle retrouva sa taille immense, sa véritable stature de reine et sa puissance naturelle qui avait été cachée et compressée par la honte et le fer. Elle pleura de joie pure, une joie hystérique, riant presque à travers ses larmes en sentant l'air remplir ses poumons libérés, ivres d'oxygène, et remercia Marcus avec une émotion brute de lui avoir rendu son corps, sa propriété la plus précieuse et la plus intime. Marcus, témoin silencieux de cette résurrection physique et spirituelle, pensa à Sarah et à son impuissance passée, souhaitant avoir pu faire un geste aussi significatif, aussi salvateur pour elle à l'époque où elle souffrait et s'éteignait, regrettant de n'avoir pas pu sauver celle qu'il aimait. Elle commença à nettoyer ses plaies au torse avec de l'eau tiède et du linge propre, retrouvant peu à peu confiance en ses mouvements, redécouvrant son anatomie sans entrave, pendant que Marcus guettait près de la fenêtre, le fusil à portée de main, scrutant la nuit, et lui demanda son nom complet, Ingrid Larsen. Ils échangèrent quelques mots sur leur passé, partageant leur deuil et leurs histoires brisées, créant un lien fragile mais réel et palpable entre deux âmes blessées par la vie et la cruauté du monde, se reconnaissant l'un l'autre. Mais ce moment de calme relatif, cette bulle de paix, fut brisé net lorsqu'Ingrid, regardant par la fenêtre obscure vers la plaine, annonça avec une urgence glaciale et terrifiée dans la voix, « Il y a de la poussière à l'horizon. Ils arrivent. Je les vois. » Marcus saisit instantanément son fusil, vérifiant la chambre et les munitions, son cœur battant la chamade, réalisant avec effroi et lucidité qu'ils étaient 3 hommes armés, impitoyables et déterminés contre un seul homme vieillissant avec une femme blessée et incapable de courir, une situation tactique désespérée et suicidaire. Il chercha une issue, une stratégie, une cachette,
mais c'est Ingrid qui proposa un plan audacieux, risqué, théâtral et fou, dites-leur que je suis votre femme. Mentez-leur. Elle suggéra de montrer un vieux certificat de mariage si Marcus en avait un, celui de Sarah, et de changer l'histoire du cheval volé en prétendant qu'il avait été trouvé errant sur la route et qu'il était effrayé, transformant le vol en acte de sauvetage et de charité. C'était un plan fragile comme du verre, qui pouvait s'effondrer au moindre détail, mais Marcus accepta, faute de mieux et parce qu'il n'avait pas d'autre choix, lui ordonnant de mettre une robe de Sarah qu'elle trouverait dans une malle au fond de la chambre et de se laver rapidement le visage et les mains pour enlever le sang qui la trahirait immédiatement. Pendant qu'elle se changeait à la hâte dans la pièce voisine, il cacha frénétiquement les preuves sanglantes, les linges souillés, les outils chirurgicaux et le corset métallique tordu sous une bâche épaisse dans un coin sombre de la pièce, et changea sa propre chemise brûlée et tachée en la jetant dans le poêle pour la détruire par le feu, effaçant les traces de la chirurgie clandestine. Ingrid réapparut quelques instants plus tard, transformée, méconnaissable, elle portait une robe bleue simple de Sarah, un vêtement de coton modeste qui était trop court pour elle et trop serré aux épaules larges, tirant sur les coutures, mais propre, ses cheveux étaient tressés à la hâte mais proprement, et elle semblait prête à jouer son rôle de fermière, d'épouse dévouée, pour survivre à cette rencontre mortelle. Les cavaliers arrivèrent enfin, le bruit des sabots brisant le silence de la nuit, s'arrêtant devant le porche dans un nuage de poussière. Les trois frères Garrison, menés par Caleb au visage de pierre et aux yeux froids comme la mort, descendirent de cheval, lourdement armés de fusils et de pistolets, cherchant une femme géante, une fugitive et dangereuse voleuse qui leur appartenait selon eux. Marcus ouvrit la porte, affichant un calme apparent, une façade de tranquillité qu'il ne ressentait pas, et mentit avec aplomb, regardant Caleb dans les yeux sans ciller, en disant que le cheval couvert d'écume dans l'étable appartenait à sa femme qui rentrait de visite chez sa sœur et que l'animal s'était emballé sur le chemin du retour et avait failli la tuer, expliquant ainsi l'état de la bête et le sang potentiel. Caleb, sceptique, méfiant et ne croyant visiblement pas un mot de ce récit trop commode et opportun, exigea de voir l'épouse pour vérifier son identité et son histoire de ses propres yeux. Alors Ingrid sortit de l'ombre, boitant lourdement sur sa jambe recousue, et joua la comédie avec un talent insoupçonné et une présence d'esprit remarquable, adoptant un fort accent norvégien pour masquer sa voix et son origine, feignant la surprise de voir ces étrangers armés et expliquant qu'elle avait trouvé le cheval errant et s'était blessée en essayant de le calmer et de le ramener à l'écurie. Pour prouver leur union face aux doutes croissants, aux regards inquisiteurs et aux dangers imminents qui planaient dans l'air chargé de tensions électriques, elle sortit le certificat de mariage de Sarah, un vieux papier jauni par le temps, qu'elle avait falsifié avec son propre sang et un peu de suie dans la pénombre de la chambre pour changer les dates et les noms sur le papier, une contrefaçon grossière mais efficace dans l'obscurité de la nuit. Ce geste désespéré, audacieux et ingénieux laissa Caleb sans preuve immédiate pour contester le document officiel, bien qu'il ait noté la coïncidence suspecte, l'encre étrange qui semblait fraîche et brune, et la nervosité ambiante. Marcus, sentant le moment de bascule, le point où la violence pouvait éclater d'une seconde à l'autre, adopta une voix d'acier, une voix de propriétaire terrien défendant son foyer et sa famille, et les somma de partir immédiatement, affirmant que sa femme avait besoin de repos après son accident et qu'il ne tolérerait plus d'être traité de menteur, suspecté et menacé sur sa propre propriété par des étrangers armés sans autorité. Caleb, bien que menaçant froidement de revenir avec des preuves formelles, un mandat ou un juge pour tirer cette affaire au clair et récupérer ce qui lui appartenait, ordonna finalement à ses frères déçus et grognons de remonter en selle et de partir, laissant Marcus et Ingrid seuls sur le porche, tremblant de soulagement mais conscient que ce n'était qu'un répit temporaire, une pause avant la tempête qui reviendrait plus forte et plus légale. Une fois la porte fermée, verrouillée et barrée, Ingrid s'effondra contre le mur, ses jambes cédant sous elle, épuisée par l'adrénaline qui retombait et la douleur qui revenait en force, expliquant son astuce macabre avec le certificat modifié au sang pour les tromper. Marcus la porta presque jusqu'au lit, la déposant avec douceur pour qu'elle se repose enfin, et il veilla toute la nuit sur une chaise près de la fenêtre, son fusil chargé sur les genoux, les yeux rivés sur l'extérieur, guettant un retour qui ne vint pas avant l'aube, écoutant chaque bruit de la nuit, le vent, les coyotes, avec une vigilance accrue, incapable de dormir, protecteur silencieux d'une femme qu'il connaissait à peine. Au petit matin, lorsque la première lumière grise et froide toucha l'horizon, annonçant le nouveau jour et ses réalités, Ingrid se réveilla, cherchant par réflexe son corset autour de sa taille avant de sourire de soulagement et de surprise en réalisant qu'il n'était plus là, qu'elle était libre de ses mouvements, que son corps était le sien pour la première fois. Cependant, la réalité froide les rattrapa vite, les frères reviendraient inévitablement, probablement avec la loi, le shérif ou un juge, pour vérifier les registres et leur histoire, et le mensonge ne tiendrait pas à la lumière du jour et de l'administration. Marcus, prêt à tout pour la sauver, proposa de fuir,
d'abandonner son ranch, sa terre, la tombe de sa femme et tout ce qu'il possédait pour sauver leur vie à tous les deux, de partir vers le Mexique ou la Californie pour recommencer ailleurs, loin de cette menace et de ses souvenirs. Mais Ingrid refusa catégoriquement, avec noblesse et courage, qu'ils perdent tout pour elle, une étrangère, une fugitive qui avait apporté le trouble et le danger dans sa vie paisible de deuil et de solitude. Elle proposa une autre solution, audacieuse, permanente, légale et folle, aller en ville immédiatement, dès l'ouverture des bureaux, se marier réellement devant un juge ou un prêtre pour rendre le mensonge vrai et former un partenariat légal et sacré pour survivre à cette menace, unissant leur destin de manière irrévocable et officielle pour se protéger mutuellement. Marcus, voyant en elle une raison de vivre, une force vitale et une raison de se battre après tant d'années de deuil silencieux et de solitude vide, accepta cette folie car c'était la chose juste, honorable et nécessaire à faire pour la sauver et se sauver lui-même. Ils préparèrent rapidement le chariot, attelant les chevaux avec efficacité, Ingrid mettant une autre robe ajustée et propre pour l'occasion, et se rendirent au tribunal de la ville sous le soleil matinal, la tête haute, bravant le regard des autres. Sous les regards curieux, choqués et parfois moqueurs des gens de la ville face à la taille immense d'Ingrid et à l'apparence austère de Marcus, ils montèrent les marches du bâtiment, payèrent les frais administratifs et se marièrent légalement, signant les papiers, devenant mari et femme aux yeux de la loi, de Dieu et du monde entier, rendant leur mensonge de la veille une vérité incontestable et blindée. Sur les marches du palais de justice, sous le soleil de midi, ils se promirent mutuellement d'être de bons partenaires, elle promit d'être fidèle et loyale malgré les circonstances difficiles de leur union précipitée, et lui promit d'être respectueux de sa force, de son corps et de ne jamais la rendre plus petite, plus faible ou plus contrainte qu'elle n'était, acceptant sa grandeur comme un don. Ils scellèrent leur alliance improbable d'un baiser chaste sur la joue, un pacte de sang et de loi, prêts à affronter ensemble les épreuves à venir, les frères Garrison et les jugements de la société, deux étrangers sauvés par une nuit de courage, de chirurgie et de sang, conscients que la route serait difficile mais qu'ils ne seraient plus jamais seuls face à l'adversité, car parfois le salut vient de là où on ne l'attend pas, d'une rencontre fortuite au crépuscule qui change tout à jamais. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire émouvante, incroyable et pleine d'humanité, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre récit qui vous rappellera à quoi ressemble le vrai courage. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez, car des histoires comme celle-ci nous connectent tous, peu importe où nous sommes, on se voit dans la prochaine vidéo.